il y a un de tes posts que j'ai beaucoup adoré, qui m'a d'ailleurs vraiment fortement motivé à t'inviter, qui commence par «Les puissants ont compris», où tu expliques que, en tout cas, on est à un tournant quand même assez déterminant aussi pour Bitcoin, où les puissants en fait ont compris le rôle de Bitcoin en fait comme étalon et commence en fait une course à l'accumulation. Là où le grand public est encore aux abonnés absents en fait et ne regarde pas. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors côté politique, très sincèrement, je ne sais pas où ils en sont. C'est-à-dire que les États-Unis, par exemple, je me méfierais, puisque ça parle de réserve stratégique en Bitcoin, mais les dernières interventions de Trump sur le sujet, en tout cas quand il est allé, c'est au Texas, je crois, montraient qu'il avait une maîtrise très faible du coup du sujet, mais quand même ils en parlent. Alors après, là où je me méfie, c'est quand vous êtes en géopolitique, vous ne montrez pas toutes vos cartes dès le début. Alors là où c'est beaucoup plus inquiétant, c'est concernant, je dirais, tous ceux qui ont de gros portefeuilles aujourd'hui de monnaie, donc qui ne sont pas forcément engagés, entre guillemets, politiquement, mais ceux qui, tout simplement, ont beaucoup d'argent. Et donc là, ça va je vais penser à tout ce qui est institutionnel, BlackRock, les fonds d'assurance, les grandes banques, et où là, étant dans l'écosystème depuis un petit moment maintenant, j'ai vu l'évolution en mode, au départ, tout le monde, alors quand je dis tout le monde, c'est notamment les banques et les fonds d'investissement, vous disaient que le Bitcoin, il fallait surtout pas y toucher, que c'était extrêmement dangereux. Donc il y a eu toute une campagne à la fois de désinformation et on te tape dessus avec des arguments qui étaient complètement ridicules, mais qui, dans la tête des gens, a fonctionné. C'est-à-dire que ce discours, il a tapé juste. Ils ont réussi, entre guillemets, c'est-à-dire que cette campagne de désinformation a fonctionné. Lorsque vous rencontrez des gens, ça commence à changer, mais moi je suis allé beaucoup au contact des gens pour leur parler de Bitcoin, que ce soit des commerçants ou des gens dans la rue, dans le train, enfin bref. J'ai échangé avec eux et dès qu'on prononçait le mot Bitcoin, à un moment donné, il y avait vraiment ce mouvement un peu de recul. Ouh là 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 là, je ne veux pas entendre parler de ce truc-là. Non, c'est hyper dangereux, etc. Donc ce discours, il est passé. Il est passé. Bitcoin est Bitcoin est à 100 000 $. Et les gens s'y sont complètement désintéressés. On le sait, on le voit aussi au sein de la blockchain Bitcoin, c'est-à-dire que les transactions n'en ont quasiment plus. Donc les particuliers ne sont pas là, ils ne sont plus là. Il y a eu la grande hype de 2017, il y a eu celle de 2021, il y a des gens qui sont venus dans l'écosystème crypto global, mais du coup, finalement, pour beaucoup, en tout cas, sont peut-être partis et on ne voit pas de nouvelles vagues arriver pour le moment. Et dans le même temps, on a eu tout un tas de déclarations. Donc, le premier, évidemment, le plus important, c'est BlackRock. Du coup, BlackRock, avec Larry Fink, qui déclare en fait, je me suis trompé. Je me suis trompé sur ce qu'était Bitcoin. Et en fait, Bitcoin, c'est génial. C'est top et il faut y aller. Je veux dire, il faut quand même avoir un degré de naïveté assez impressionnant pour imaginer que Larry Fink, PDG du plus gros fonds d'investissement au monde, puisse à ce point se tromper sur un actif pour ensuite finalement retourner sa veste et dire non, en fait, on s'était trompé, on avait mal compris. Et j'ai reçu Yves Chouefati lorsque je faisais des lives comme tu les fais toi. Et donc Yves Chouefati, qui est président de Tobam, qui est un fonds d'investissement qui gère 10 milliards. Et en fait, Yves indiquait que les institutionnels se positionnaient déjà dès 2014-2015. Donc, en fait, ils le savent. Oui, ils avaient compris. Là où on a été sans doute très naïf dans la communauté, c'est d'imaginer qu'en fait, ce discours ne pouvait pas passer. En mode, on se place, on se positionne de manière discrète, on dit que c'est pas bien, donc on récupère tout un tas d'argent, enfin tout un tas de bitcoin en l'occurrence, et puis lorsque on aura accumulé une bonne partie, alors on pourra commencer à en faire la promotion. Mais c'est typiquement, vous êtes 10 autour d'une table, vous êtes un expert, les autres ne le sont pas, forcément experts. Il y a un objet qui est là sur la table et vous savez que cet objet a de la valeur parce que votre expertise vous fait bien comprendre que là, vous êtes tombé sur un petit trésor.
Eh bien, la première action, si vous êtes malin, ça ne va surtout pas être de dire « Oh là là, mais ce truc-là est génial. Est-ce que vous vous rendez compte de la valeur qu'il a ?» Non, la technique la plus fine, si vous voulez faire de l'argent avec ça, c'est de surtout dire aux autres « Non, surtout, oh là là, mais ça, c'est une contrefaçon, n'y allez surtout pas. Il n'y a aucun intérêt à acheter ce truc, donc laissez-le tranquille. » Les gens se retirent et vous allez l'acheter à un moindre prix. Vous allez l'acheter à un moindre prix, et puis ensuite, vous allez expliquer pourquoi vous vous étiez trompé en fait sur cet objet-là, et vous allez en vanter les mérites pour pouvoir le vendre à un prix fort. Je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la tête de ceux qui ont bien compris ce qu'est le Bitcoin et qui en accumulent aujourd'hui avec force. Hein. L'ETF Bitcoin de BlackRock, c'est l'ETF qui a surperformé tous les ETF existants depuis leur création. Il n'y a pas un ETF qui a fait les mêmes performances que Bitcoin. Et ça devrait interroger les gens. Si les plus fortunés, si ceux qui s'y connaissent le mieux en actifs ou autres, etc., vont à ce rythme-là dessus, à un moment donné, il faut se poser des questions. Il faut comprendre ce qu'il y a à comprendre. D'autant plus que je lisais récemment que ce ETF Bitcoin est même plus rentable aujourd'hui, en tout cas pour BlackRock, vu les entrées qu'il a fait, que leur ETF S&P 500. Donc on est quand même en fait sur quelque chose d'assez incroyable. Et comme autre, parce qu'en plus on va dire de toutes ces mauvaises informations qui sont données dans les médias, je trouve aussi que le côté fiscal, en tout cas notamment en France, contribue aussi en fait à bloquer la circulation en fait de Bitcoin, en tout cas que les gens puissent l'utiliser comme monnaie de tous les jours. Il faut vraiment que les gens comprennent que la monnaie est un outil de pouvoir. Ça, il faut qu'ils se le mettent dans la tête. En fait, aujourd'hui, quand on parle aux gens de la monnaie, bah, eux, ils voient, OK, à la fin du mois, je récupère un salaire. Et donc, j'ai besoin de cet argent-là pour vivre. Et en plus, alors, souvent, on me dit, moi, je peux le toucher, tu vois, je sais ce que c'est. Et puis, je sais que mes 10 euros vaudront 10 euros. Bon, en fait, ce qu'ils ne perçoivent pas, c'est que leurs 10 euros, un mois plus tard, ne vaut pas 10 euros. Les 10 euros valent plutôt en pouvoir d'achat 9,90 euros, par exemple, au bout d'un certain temps. Donc, ils ne l'aperçoivent pas. Pourquoi ? Parce que cette dévaluation monétaire, elle se fait petit à petit. Elle n'est pas violente, en tout cas pas dans nos pays. Et donc, du coup, difficile de percevoir que le sujet monétaire est un vrai sujet. Donc, il n'y a pas d'intérêt, en fait, pour les gouvernants, aujourd'hui, ceux qui détiennent ce pouvoir de création monétaire, d'en faire de la publicité ou je ne sais quoi. Il n'y a pas enfin, voilà, ils ont un pouvoir entre les mains. Bitcoin, c'est un pouvoir qu'ils ne peuvent pas maîtriser, donc ils n'ont pas d'intérêt d'y aller. Donc, comment on peut faire pour éviter que les gens aillent trop dessus ? On va mettre une fiscalité dessus, tout simplement. Lorsque les États-Unis ont compris que leur monnaie allait commencer à battre de l'aile, donc en 1934, de mémoire, il faudra fact-checker, mais je crois que c'est ça. Lorsqu'ils ont compris ça, ils savaient que l'or, c'était de la vraie monnaie. Ils ont imposé à tous leurs citoyens de ramener l'or, sous peine d'être emprisonnés, d'avoir des amendes, etc. Je ne sais pas si on se rend compte, 1934, c'est moins d'un siècle. Et les États-Unis avaient compris que, en fait, ils ne pouvaient pas manipuler l'or. Ils pouvaient manipuler autant qu'ils voulaient leurs billets de dollars, là, leur bout de papier, mais par contre, ils ne pouvaient pas manipuler l'or. Comprenant que, du coup, l'or allait devenir extrêmement importante, en fait, ils ont cherché à tout récupérer. Donc, pour moi, je pense qu'à un moment donné, on a ce risque-là sur Bitcoin. C'est-à-dire que nos pouvoirs en place nous forcent peut-être à un moment donné de nous dire, en fait, vous allez les rendre, ces Bitcoins, vous allez nous les donner. Et même si on dit que Bitcoin est incensurable, etc., et que vous détenez vraiment votre monnaie, oui, enfin, moi, si j'ai 3 gendarmes qui débarquent chez moi et qui me disent « Monsieur Haro, on sait que vous avez du Bitcoin, il faut nous donner les clés, parce que sinon on va vous emprisonner », en fait, je vais les donner les clés. Vous voyez ? Donc, il faut quand même, faut prendre cette mesure-là, et c'est pour ça que l'histoire est importante. Savoir qu'un pays le plus puissant au monde, démocratique, normalement, a forcé ses citoyens à ramener un actif qui était détenu en propre, de l'or, au sein de leur réserve.
Enfin bref, moi des fois j'ai envie et ça je le savais pas, hein, on nous l'enseigne pas ça à l'école, hein, mais j'ai envie de réveiller les gens et leur dire mais réveillez-vous, ils ne vous veulent pas que du bien, quoi. Mais par contre je suis pas hier on parlait de l'État, etc. et moi j'étais enseignant, donc je ne suis pas contre l'État. Comment dire, l'éducation, la santé, enfin tout ça, le fait qu'on vive en communauté et qu'il faut qu'il y ait un État, je ne suis absolument pas contre, hein. Moi, je suis pas les impôts, je trouve ça bien. Trop d'impôts, ça commence à me questionner, mais les impôts, il en faut parce qu'on vit dans une communauté, il faut qu'à un moment donné, chacun participe de manière à ce qu'on ait des services. Mais c'est un peu comme, là ça va être un peu violent peut-être, mais j'ai des poules à la maison, j'en prends soin. Je leur donne à manger, je leur donne de l'eau, je fais attention qu'elles n'aient pas trop chaud, mais enfin elles sont là pour me fournir des œufs, et je les enferme. Elles sont enfermées, elles ne sont pas en liberté. C'est de plus en plus, avec la découverte de toute l'histoire de l'humanité, j'ai quand même un petit peu cette sensation, c'est-à-dire que on a des personnes à la tête d'entités qui détiennent le pouvoir de création monétaire qui sont pour moi là pour nous faire bosser et de manière à ce que de toute façon vous vous rendiez pas compte que vous n'avez pas vraiment la main sur le fait de vous enrichir ou pas.